un homme de 55 ans, on crée un emploi pour un homme de 25 ans, c'est une absurdité qui n'a marché dans aucun pays au monde. C'est aussi absurde que l'affaire des 35 heures. Les 35 heures ont été une erreur économique considérable et une erreur sociale qu'ont payé cher les ouvriers. Parce que quand on a expliqué aux gens qu'on pouvait gagner plus en travaillant moins, on a eu plus de chômage et aucune augmentation de salaire. Donc tous les pays, le Danemark, la Suède, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, ont fait le choix de travailler plus longtemps. Et ils ont augmenté les possibilités de travail pour les jeunes. Parce que s'il y a plus de Français qui travaillent, il y aura plus d'opportunités d'emploi et de croissance. S'il y a moins de Français qui travaillent, il y aura moins d'opportunités d'emploi et de croissance. Enfin, dernier point, et je m'arrête là si vous le voulez, bien sûr, la réforme des retraites en Allemagne était conduite par les socialistes. Qui sont revenus dessus aujourd'hui. La réforme de retraite en Espagne a été conduite par les socialistes, M. Felipe González en 1995, M. Zapatero aujourd'hui. La réforme des retraites en Italie a été conduite par le socialiste M. Prodi. M. Strauss-Kahn, que je reçois demain, directeur général du FMI, a dit le meilleur moyen pour assurer de la croissance, c'est d'augmenter la durée de vie au travail. Il ne faut pas augmenter les impôts, il faut repousser l'âge de la retraite. M. Rocard a dit, quand François Mitterrand, je le cite, a pris la décision de passer l'âge de la retraite de 65 à 60 ans, nous savions que nous n'avions pas les moyens de le faire. Nous nous sommes regardés consternés autour de la table. Je ne porte pas un jugement naturellement sur M. Mitterrand, paix à son âme. Je dis simplement qu'il y a des sujets qui sont tellement importants pour l'avenir du pays qu'il devrait ne pas appartenir à la gauche ou à la droite. Et quand la gauche dit je vais revenir aux 60 ans, qu'est-ce que vous en pensez? Mais personne n'y croit. Mais personne n'y croit. Eux-mêmes n'y croient pas. Il suffit de voir, il y a des gens raisonnables dans toutes les familles politiques qui ont dit mais personne n'y croit. Écoutez, cette réforme rapporte 42 milliards d'euros par an. Qui va dire aux Français qu'on n'a pas besoin de ça et qu'on reviendra aux 60 ans? Qui paiera les retraites? Vous imaginez dans un pays comme la France, le jour où on ira dire aux 15 millions de retraités, 700 000 retraités de plus par an, il n'y a plus de quoi payer vos retraites? Et Mme Aubry va aller en disant non, 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 il n'y a qu'à faire 37 milliards d'impôts en plus. Personne n'y croit. Et je pense que des sujets de cette nature, comme d'ailleurs la dépendance, chacun devrait se hausser au-dessus de ses intérêts partisans et se dire un jour, il y aura l'alternance bien sûr dans notre pays, c'est naturel, mais le financement de la retraite, ça n'appartient pas à l'opposition, à la majorité, à la gauche ou à la droite, ça n'a pas de sens, ça appartient à l'intérêt national. Et j'aimerais que notre pays, la France, progresse, fasse comme les Allemands, comme l'Europe du Nord. Il y a un certain nombre de grands sujets qui sont plus importants que nous et sur lesquels chacun, me semble-t-il, gagne en crédibilité en faisant l'effort de dire la vérité aux Français. Monsieur le Président, en tout cas, sur les retraites, c'est ce que j'ai essayé de faire. Il y a autre chose peut-être qu'on fait apparaître ces manifestations, c'est qu'il y avait bien sûr le rejet de la réforme des retraites, mais qu'on a vu aussi dans les cortèges, on a entendu un ressentiment contre vous, contre votre manière de gouverner, peut-être contre votre style. Est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que vous l'avez perçu? Est-ce que ça a suscité une réflexion chez vous? Mais bien sûr, mais enfin, écoutez, je ne suis pas un homme qui fuit ses responsabilités. Naturellement, mais d'ailleurs, vous avez, si... Ce qu'on a appelé l'anti-sarkozysme, qui est apparu au grand jour. Pour retour de mai 68. Enfin, vous savez, Claire Chazal, si je devais réagir à chaque outrance, je ne ferais que ça. Vous avez parlé tous du retour de mai 68, aujourd'hui vous n'en parlez plus. On se demande pourquoi. Mais est-ce que l'hypermédiatisation conduit à l'outrance? Donc, bien sûr que je dois me poser la question, je dois me remettre en question et je ne peux pas m'exonérer de cette part de responsabilité, David Pujadas, bien sûr, même si dans le même temps, si je regarde de l'autre côté de l'Atlantique, Barack Obama, je vois les mêmes problèmes. Si je regarde de l'autre côté du Rhin, Mme Merkel, je vois les mêmes problèmes. Si je regarde en Espagne, M. Zapatero, c'est normal qu'en période de crise, et nous avons connu une crise dont nous sommes en train de nous sortir, mieux que les autres et avant les autres, c'est normal que le président qui est responsable soit celui qui porte
la colère, l'inquiétude, la mauvaise humeur des gens. Ça n'est que la crise. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de particulier? Beaucoup de commentateurs ont souligné que cet anti-sarkozysme, comme on l'a appelé à ce moment-là, qui encore une fois qui a émergé au grand jour, était particulièrement virulent. Est-ce que il y a des news magazines qui sont très durs? Cet homme est-il dangereux? Dans le Nouvel Observateur, pourquoi il suscite la haine dans l'Express? Chute de popularité aussi. Comment vous pensez reconquérir vous voulez quoi, que je réagisse à tout? David Pujadas me pose une question, j'y réponds. Non, j'ai ma votre part, état bien sûr, d'esprit. j'ai ma part de responsabilité. Il faut Pour le que dire autrement. j'écoute. Non, mais on a compris. Non, mais- Vous me faites le résumé de toutes les... C'est comme cela. Quand on est président de la République, on doit faire son devoir. La question, pour moi, dans l'affaire des retraites, n'était pas la question de la popularité. C'était pas la question de savoir s'il fallait préparer 2012 ou pas. C'était la question, est-ce ou non l'intérêt général de la nation de faire un choix dont je savais parfaitement qu'il portait en lui les germes d'une mauvaise humeur de la France. Et pourtant, je pense qu'il fallait le faire. Mais de même qu'il y a un remaniement ministériel, est-ce que vous envisagez de remanier, d'une certaine manière, votre façon de gouverner, votre style? Bien sûr, mais d'ailleurs, c'est ce que je fais, bien sûr, bien sûr. Comment? Par exemple, vous avez bien vu que vous rappeliez que la dernière fois que je m'étais exprimé à la télévision, c'était le 12 juillet. C'est-à-dire, il y a bientôt 6 mois. C'est une façon de répondre à votre question. On a beaucoup parlé de cet avion présidentiel et c'est vrai que ça a suscité quelques commentaires. Qu'est-ce que ça vous inspire? 180 millions de budget. Mais bien sûr, l'avion présidentiel, c'est très simple, que les Français le sachent, et pour l'expliquer. Nous avons donc acheté un avion d'occasion à la compagnie Air Caraïbes. M. Jospin et M. Chirac avaient acheté 2 avions, qui étaient des avions parfaits, sauf qu'ils peuvent faire à peine la traversée de l'Atlantique, qu'ils sont obligés de faire du refueling et qu'ils ne peuvent pas, sans faire des escales, aller partout où un chef de l'État français doit aller. Donc nous avons pris la décision de vendre 2 avions et d'en acheter un. 2 avions 319 pour en acheter un d'occasion 330. Y a-t-il matière à scandale pour cela? Et je suis prêt à prendre tous les paris, Madame Chazal, que ceux qui me succéderont trouveront que ce choix est excellent. Beaucoup disent qu'en période de sacrifice, on pouvait peut-être reporter cette dépense. Monsieur Pujadas, en période de sacrifice, est-ce qu'il vaut mieux un équipage pour un avion ou 2 équipages pour 2 avions? Pour clore ce chapitre, peut-être sur les retraites, Monsieur le Président, une question qui est liée, mais peut-être aussi annexe, celle d'Éric Woerth. Vous avez salué sa mission à la tête de son ministère, en tout cas pour mener cette réforme. Or, il est remercié, il est parti du gouvernement, et aujourd'hui, on apprend qu'il pourrait être cité devant la Cour de justice de la République pour la cession de l'hippodrome de Compiègne, une affaire de prise illégale d'intérêt et de favoritisme. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'au fond, il est parti du gouvernement parce que vous estimiez qu'il était coupable dans l'affaire Woerth-Bettencourt? Certainement pas, Madame Chazal. C'était sans doute l'une des décisions les plus difficiles que nous avons dû prendre avec François Fillon, parce qu'elle touche à l'humanité de quelqu'un. J'ai une grande confiance dans Éric Woerth, qui est un homme parfaitement honnête, qui a été un formidable ministre du Travail et qui a suscité, dois-je vous le dire, mon admiration pour son courage et sa dignité lors de la réforme des retraites. Et il m'est souvent arrivé, voyez-vous, de penser, dans un pays qui fait de la présomption d'innocence un principe cardinal, mon Dieu, comme tous ceux qui ont parlé ont bafoué ce principe pourtant essentiel. Pourquoi vous ne l'avez pas conservé? Pour une raison simple, lui-même m'a dit qu'il serait plus simple pour lui de se défendre s'il n'était plus ministre. Parce que quand on n'est plus ministre à la sortie du bureau du juge, il y a une caméra, quand on est ministre, il y en a 100. Et par ailleurs, je lui ai fait valoir que pour la nouvelle équipe gouvernementale, c'était mieux aussi que nous n'ayons pas, en plus de toutes les difficultés à gérer les rendez-vous judiciaires inévitables dans la situation qui est la sienne. C'est un homme que je connais, que j'apprécie. Parce qu'il avait dit publiquement qu'il souhaitait rester. Non, nous en avons parlé ensemble. Bon, il y a aussi la peine personnelle que chacun peut avoir. C'est un homme profondément honnête, je vous le dis.
Et quand il sera sorti de ses ennuis, j'espère qu'on pourra retravailler ensemble. On va peut-être passer au chapitre sécurité avec David. Alors la sécurité, on va d'abord parler, comme on dit en politique, d'une séquence qui a provoqué de l'incompréhension, puis disons-le, de l'indignation aussi. C'est celle des Roms. Cet été, à l'occasion d'un fait divers, vous avez désigné nommément un groupe ethnique, celui des Roms, qui n'avait d'ailleurs pas à voir avec le fait divers en question. Vous l'avez désigné nommément et vous avez d'une certaine manière mis en scène la fermeture des camps de Roms et l'expulsion de ces Roms, ce qui a provoqué un tollé. Pourquoi cette décision? Pourquoi surtout cette manière de faire? David Pujadas, permettez-moi à mon tour de dire quelle drôle de façon de réécrire l'histoire. Revenons, si vous le voulez bien, au mois de juillet. Et regardons le journal télévisé qui est le vôtre. Premier sujet. La situation sécuritaire n'est plus tenue à Grenoble. Les policiers veulent démissionner. C'est la jungle. Je résume. Le lendemain, vous-même, M. Pujadas, comme Mme Chazal d'ailleurs, dans son journal, à propos de l'attaque d'une gendarmerie dans le centre de la France, pas par des Roms d'ailleurs, mais par des gens du voyage. Vous en faites l'un et l'autre votre premier sujet du 20h, pas le deuxième, le premier. Et vous tirez la conclusion l'un et l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe en France? La situation n'est plus contrôlée, les gendarmeries sont attaquées et à Grenoble, les policiers démissionnent. Vous ne l'avez pas fait un soir, vous l'avez fait toute cette fameuse semaine. J'ai revu les images. Ça m'a d'ailleurs beaucoup intéressé. Mais quel lien avec les Roms? Non, mais je vais vous dire, je vous le dis. Donc vous créez vous-même, les médias, une situation de stigmatisation sur l'attaque de la gendarmerie, où il y avait eu 2 carreaux de cassés, par ailleurs, et où ça avait été médiatiquement exploité, déformé, mais c'est comme ça. À partir de ce moment-là, je vois le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre, et nous décidons d'aller à Grenoble pour remettre de l'ordre, et notamment pour dire aux policiers, il n'y en a pas un seul qui partira, parce que ce sont les délinquants qui vont partir, pas les policiers. Et c'est le discours de Grenoble. Dans le discours de Grenoble, il n'y a pas une outrance. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Vous ne regrettez Mais pourquoi pas les Roms? Sur le discours de Grenoble, rien. Deuxième point, la question des Roms. Le problème n'est pas les Roms. C'est vous qui les avez désignés en tant que tels. Pas du tout. Le problème, c'est qu'il y a, au moment où le ministre de l'Intérieur fait le point devant le Premier ministre et moi, 509 camps en situation illégale sur des terrains privés ou publics en violation des règles. Dans ces camps, il y a un certain nombre de gens du voyage qui sont français et il y a un certain nombre de Roms. Nous décidons, et j'assume cette responsabilité, que ces camps seront évacués. Parce qu'en tant que chef de l'État, garant de l'ordre public, je voudrais que vous me disiez comment je peux expliquer à un Français ou à un étranger vivant en France que s'il dépasse d'1 minute sur le stationnement payant, il paye une contravention, mais qu'on peut arriver avec 40, 80, 200 caravanes sur un terrain public ou un terrain privé, s'installer en violation de la loi, y demeurer plusieurs mois, ne pas envoyer les enfants à l'école, ne pas faire travailler les gens qui s'y trouvent, et le chef de l'État doit cautionner cela? Monsieur le Président, au nom de quoi? C'est pas l'expulsion en tant que telle qui est en cause, qui avait lieu avant, qui aura lieu après. C'est la manière de stigmatiser un groupe ethnique d'une certaine manière. Non, il n'y a pas eu de stigmatisation. Qu'on soit Rome ou qu'on soit français, on respecte. Mais s'il y a un camp de Roms en situation illégale, le ministre de l'Intérieur a le devoir de raccompagner les Roms en Roumanie. J'ajoute que dans le même temps, la Roumanie est devenue citoyenne de l'Europe et que par conséquent, Rome ou pas Rome, on doit respecter la loi de la République. Personne n'est stigmatisé. Mais si c'est un camp, il y avait par exemple en région parisienne 80 camps en situation illégale. Devons-nous regarder ne rien faire? Je n'ai pas été élu pour ne pas respecter la loi. Mais la Commission européenne a mis la France sous surveillance pour cette politique des Roms. Mais vous regardez comme les choses sont transférées. Une dame Viviane Reding a fait des déclarations, Mme Chazal,
honteuse et blessante. Dans ces comparaisons? Non, honteuse et blessante, pas simplement pour nos compatriotes juifs, mais pour tous ceux qui ont vécu la Shoah comme un drame du XXe siècle.